Et avant même de commencer dans la chair de mes propositions, je vous propose de découvrir ceci. Je devrais commencer par des remerciements comme toutes les personnes qui sont intervenues à cette table. Donc mes remerciements pour cette invitation. J'ai cédé à une amicale insistance d'Olivier Rollin, cinéma, et en l'occurrence, c'est Ulysse, notre héros de ce parcours. Merci aussi à Martial Haineuch qui m'assiste techniquement et qui va diffuser les quelques extraits que j'ai préparés pour vous. Cet Ulysse, c'est Georges Méliès lui-même, en 1905. Quelle heureuse surprise de savoir que le cinéaste est Ulysse et que vraisemblablement ce tout premier Ulysse au cinéma est incarné par un cinéaste parmi les tout premiers de l'histoire du cinéma. En d'autres termes, le premier geste du cinéma en regard du héros de Homère consiste à fusionner dans une durée de 3 minutes 36 deux figures mythiques, l'une établie depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ et l'autre au cours du 20e siècle. Georges Méliès s'accueille donc sur la scène de son studio en Ulysse, il fait corps avec lui, devient combattant qui saura résister aux tentations sensuelles de Calypso et éborgner Polyphème. Trouer son œil, certes, mais aussi vider son cerveau de ce liquide, vous l'avez vu, blanchâtre qui coule sur son visage, sa moustache, sa barbe. En 3:36, tout est acté. Ulysse ne veut entrer dans la caverne, il se tient à distance de la main géante et blesse le cyclope, pour ensuite déshabiller de sa tunique. Et il me plaît là d'insister sur le fait que Ulysse et Méliès sont pour partie déshabillés. Et donc Ulysse Méliès prend la suite, l'un pour son Odyssée et l'autre pour la réalisation des quelques 500 films de son œuvre. Je veux prendre à témoin ce petit film qui me paraît d'une stimulante modernité. En un seul tableau, il décline en 5 actes un moment d'une intense unité de temps et donc de lieu. Le plan fixe du cinéma afin de saisir l'essentiel des mouvements dans le champ et hors de celui-ci. Grand bien pour nous, nous n'entrons pas dans la caverne ni ne suivons Ulysse. Le plan fixe et le plan séquence, on en parlera plus tard, nous allons en voir certains exemples, savent avoir parfois ces plans fixes pour vertu de solliciter d'autant mieux notre attention de spectateur et notre faculté d'imagination. Le cinéma pouvait-il mieux accueillir Homère et son Ulysse qu'invité par Georges Méliès? Mais le tout premier film sur l'Antiquité est tourné en 1896 par les frères Lumière. Ça s'appelle « Vue historique reconstituée » en 57 secondes et ce film a pour titre « Néron essayant des poisons sur des esclaves ». C'est écrit dans le livre de référence, je ne l'ai pas pris avec moi parce qu'il est vraiment
très épais et lourd, le livre de référence, prix du meilleur livre d'histoire du cinéma en français en 2009, qui a pour titre « L'Antiquité au cinéma, vérité, légende et manipulation ». Il est dû à Hervé Dumont, ancien directeur de la Cinémathèque suisse, qui a recensé 2200 films liés à l'Antiquité, et ceci en 650 pages. La source d'inspiration est impressionnante, mais relative tout de même, puisque l'on compte approximativement environ 300 000 films, longs métrages de fiction tournés des origines du cinéma à nos jours. Mais tout de même, presque 1% de la production mondiale est marquée par l'Antiquité. Et dans cet ensemble, dans ce dictionnaire, 32 productions sont réunies dans le chapitre « Les errances d'Ulysse » et des films réalisés en 1905 et 2008, la publication étant sortie en 2009. Sont décrits, par exemple, le retour d'Ulysse en 1908 de Charles Bargy et André Calmette, avec force sociétaire de la Comédie Française, et en 11 minutes 55, répartis en 5 tableaux. Il existe, semble-t-il, une version en 14 tableaux que je n'ai pas repérée. On découvre des scènes assez confuses au palais, occupées par les prétendants assaillant Pénélope, puis celle de la vengeance d'Ulysse, assistée de Télémaque. Ce film fut produit par le Film d'Art pour promouvoir les atouts du théâtre, les atouts des comédiens, comédiennes de la Comédie Française. 6 mois plus tard, le Film d'Art déposa son bilan. À part ces rares films français, une autre rareté, les débuts, Odyssea, en 1911, d'une durée rare pour l'époque, 44 minutes 51 secondes, avec près de 50 intertitres. La société de production italienne, Milano Film, parie sur Homère afin d'asseoir sa réputation artistique et sa grandeur culturelle. Les principaux épisodes sont mis en scène, le Cyclope, Charybdis Scylla, la Calypso, bien sûr, jusqu'à Pénélope, qui met un certain temps dans ce film à se jeter dans les bras de son héros. Le film a du succès, il est primé à Turin dans le cadre de l'exposition de l'industrie et du travail. Dans son livre, l'historien prend également en compte des téléfilms, des films d'animation et diverses captations dès 1973 de l'opéra qui a été nommé ce matin, l'opéra de Claudio Monteverdi, Il ritorno di Ulisse in Patria. Mais la liste doit être régulièrement complétée, des trouvailles sont possibles de films oubliés qui parfois apparaissent comme ça, même sur Vimeo. Signalons une référence de choix en 1961, c'est Ulysse contre Hercule, production franco-italienne, en Eastman Color, Total Scope. C'est pour ça que je vous parle de ce film, Total Scope, ça n'arrive pas partout. Signé Mario Caiano, film exemplaire du grand spectacle populaire, éclatant de santé que ce genre de film ambitionne d'être, sur le modèle des productions américaines. Mario Bava est un spécialiste italien du cinéma fantastique et des effets spéciaux. Et il signe certaines séquences de ce film, Odyssée, 1968, qui est une série de films composés de 8 épisodes de 55 minutes et d'un film unitaire de 108 minutes. Je fais une digression pour vous dire que tous les films dont je vous montre quelques extraits aujourd'hui sont à disposition. Je peux vous les remettre volontiers. Vous me donnez une adresse, on fait des transferts. On est là pour faire circuler les œuvres. Donc Mario Bava co-signe ce film avec Franco Rossi et Pierre Sivazappa, des Italiens. Vu par Bava, Polyphème attrape un compagnon d'Ulysse, évanoui, et le dévore. En grillant bras, une jambe, on ne sait pas, dans une situation assez rare. On ne voit pas qu'il déchiquette l'homme. Espace d'hors-champ, dans le champ, avec un léger travelling avant serrant le cadre sur le dos du monstre. Ce qui rend le bruitage des os broyés, sous-tendu par un sourd martèlement de percussion, d'autant plus suggestif. Mais l'efficacité dramatique est naturellement décuplée par le contre-champ sur le visage d'Ulysse horrifié. Le drame est à son comble. Ces films relèvent, d'un point de vue général de l'historiographie du cinéma, du genre du péplum, qui désigne aux origines des films en grande majorité italiens, ancrés dans les archétypes de l'Antiquité qu'ils contribuent à festonner en toute bonne foi dramaturgique et esthétique. Et sans guère d'embarras, les approximations et manipulations, les contre-vérités, les anachronismes par rapport aux références sont légion. Un site s'est évertué sur Internet à compter les erreurs de films.
Allez-y, c'est très très drôle, très amusant. Et pour Ben-Hur, classique de 1959, Ben-Hur compte 34 erreurs, parmi lesquelles les rameurs des galères romaines qui ne pouvaient être des esclaves trop indociles et peu formés. Il s'agissait pour de vrai de soldats entraînés à la manœuvre. Est-ce que j'ose le dire? J'ai lu ça, vous savez tellement mieux que moi. Le péplum désigne une grande étoffe rectangulaire tenue en général sur les épaules par des agrafes, ce vêtement primitif des femmes grecques, puis manteau de cérémonie de déesse, Athéna même le portait. Bref, ce genre péplum, après un élan jusqu'à la Première Guerre mondiale, s'épanouit entre les années 50 et 60, période pendant laquelle 150 films sont tournés en Italie, qui déclinent des figures héroïques, condition même de leur lancement sur le marché des salles de cinéma populaires, et beaucoup fréquenté, et paraît-il malfamé. Ces stratégies de conquête d'un large public et de succès commerciaux qui opposent au néoréalisme, cette tendance d'après la guerre en Italie, l'hyperréalisme kitsch de l'Antiquité. Hercule, Thésée, Persée, Énée, Paris, Romulus, Hannibal, Brunus, César, Ponce Pilate, Poppée, Cléopâtre, Constantin, Ulysse sont castés. Et il existe aussi des bodybuildés, des hommes aux musculatures plus saillantes encore, qui participent hors du sol des références historiques et mythologiques du titanisme populaire, selon le mot de Hervé Dumont. Et il y a toute la série des massistes, et parmi cette série, il y a même un Zorro contre-massiste réalisé en 1963. Quant à la série des Thor, roi de la force brutale, sans parler de Ursus et beaucoup d'autres. En général, ces films des débuts du cinéma, comme ceux principalement des années 50 et 60, ne sont pas ou rarement des superproductions. Ils sont classés films bis, relèvent d'économies modestes, savent faire de l'œil, en scope et en couleur quand même, aux spectateurs. Invraisemblance narrative, décors que l'on se passe d'un plateau à l'autre, effets optiques et trucages de tous ordres, dignes tout de même d'être remarqués avant l'avènement de la manipulation digitale de l'image. Montage frénétique, bref, extravagance visuelle à foison, sans négliger le jeu d'acteurs univoque. L'attention du spectateur est ainsi entretenue par des effets spectaculaires, des identifications primaires grâce au profil manichéen des personnages. La compréhension des récits simplistes à haute valeur sentimentale et facilitée, histoire qui procure la jouissance à l'endroit de l'exacerbation de la violence dans l'attente de la clôture de l'arc narratif, assurant au héros un parcours dont on connaît, nous, d'emblée, l'issue victorieuse. Donc, la dernière scène du film, L'Odyssée d'Homère, 1997, réalisé par Andrei Konchalovsky. Pénélope hésite. Les cordes de l'orchestre tendues à l'extrême, en bonne synchronie avec la dimension émotionnelle du moment, lui viennent en aide. Son évanouissement, l'étreinte, ensuite, tu es ma vie, suivi d'un rapide fondu enchaîné et d'un déchaînement contenu de la partition orchestrale, scelle cette fin heureuse, limpide, et mettent un terme à cette odyssée qui avait pour objet la possession ultime pour toujours de cette femme exemplaire de fidélité. Chant et contre-chant sont bien sûr requis, l'espace est saturé de ces présences désirantes, baignées de lumière d'or. Et nous avons vu le plan sur l'olivier, cet olivier qui cachait, dit-on, au regard de Nausicaa, la nudité de l'homme, et qui ici met en valeur, par un petit panoramique de bas en haut, une turgescence feuillue. Et j'ai changé dans mon texte, j'ai mis de la feuille, vous comprenez pourquoi. Film onctueux, kitsch, on aimerait dire post-kitsch, tellement cette rhétorique, en l'occurrence télévisuelle, est outrancière. Selon néanmoins la volonté d'Andrei Konchalovsky, cinéaste russe, auteur de quelques bons films et émigré pour un certain temps en 1980 aux États-Unis. Ce cinéma bis, qui continue de faire florès, a pour vertu de persister à affirmer le fameux « je sais bien, mais quand même, je sais que c'est du toc, mais j'y crois, j'adhère ». Dès lors que ce pacte est établi, propre au cinéma classique et a fortiori au sous-genre qu'est le péplum et ses satellites plus tardifs, le spaghetti western, le film érotique, la construction dramaturgique doit assurer un confort sans faille. Plus le spectacle est incroyable, invraisemblable, c'est-à-dire plus les mouvements des corps individuels et collectifs sont démesurés,
en des décors grandiloquents en rapport à l'échelle du spectateur, puis la projection produit du tissu conjonctif, du cartilage articulaire, qui soit en mesure de permettre notre transport, notre projection sur l'écran. Le spectateur est otage entièrement consentant, nous sommes empoissés. Si Ulysse de Mario Camerini, vu hier soir, est sorti en 1954, il a une histoire que je souhaite vous raconter. L'histoire, en effet, débute en 1949, quand Orson Welles a le projet de ce film. Mais c'est Georg Wilhelm Pabst, grand cinéaste autrichien travaillant en Allemagne. Rappelez-vous, en 1923, Lulu, la boîte de Pandore avec Louise Brooks, c'est lui, immense film. Donc Pabst met Ulysse en chantier à Rome entre 1950 et 1953. Le cinéaste veut prendre distance avec l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale et de l'Allemagne nazie où il travailla. Il tient à brosser, je cite, le portrait d'un soldat traumatisé au retour de la guerre, dont la victoire est le triomphe du cerveau sur la force. Le film est prévu en noir et blanc, en technicolor et en 3 dimensions, et avec des actrices qui seraient une seule actrice interprétant Pénélope, Circé et Calypso. Et en guest star, Michel Simon devait être le gardien des pourceaux. Enfin, c'est dans l'histoire du film. Mais en fin de parcours de la pré-production, coup d'arrêt. Les producteurs minoritaires américains engagés dans ce projet ambitieux au budget conséquent exigent que la réalisation soit confiée au vétéran Mario Camerini, qui à l'époque a 60 ans. Dino De Laurentiis et Carlo Ponti, les nababs de l'industrie italienne, ont pour partenaire la Paramount, qui investit dans le film une somme en guise d'achat des droits de distribution pour le marché américain. Pour eux, le scénario de Georg Wilhelm Pabst est trop fataliste, désabusé et psychanalytique. Exit la condamnation de la guerre et welcome l'exaltation de l'aventure et de toutes les violences irrelatives. Laurence Olivier, Gregory Peck, Burt Lancaster, non, c'est Kirk Douglas qui s'impose, arrivant avec ses propres scénaristes et exigences de stars hollywoodiennes. Qui plus est, les Américains demanderont de nombreuses modifications, ajustements et coupes tout au cours du montage du film. Il existe toute une correspondance très intéressante où les uns et les autres discutent à la seconde près, au photogramme près du montage final. Le héros italo-américain est individualiste, maître de son destin, défiant les dieux, rusé, figure essentielle, essentialisée par l'industrie du cinéma. Péplum haut de gamme, car rare, sinon unique, pendant ces années 50-60 italiennes. Les États-Unis des années 50 sont triomphants, conquérants. Rupture contemporaine. Il a été intéressant de trouver de nombreuses traces d'Ulysse dans le cinéma des origines, où le héros aux différentes facettes trouve son assise dans l'Antiquité. Il m'a semblé guère impossible de ne pas partir en quête d'Ulysse, tel que le cinéma contemporain, celui issu des nouvelles vagues, a pu l'adopter. Le regard d'Ulysse, 1995, de Théo Angelopoulos. Le personnage principal, Ulysse, A, c'est son nom, A, interprété par Harvey Keitel, est cet homme grec émigré aux États-Unis qui revient après 35 ans dans son pays pour chercher le film des origines, du berceau de la sérénité villageoise qui fonde sa nostalgie, sa quête opiniâtre. Il va traverser 6 pays, de la Grèce à l'Albanie, la Macédoine, la Roumanie, la Bosnie-Herzégovine, jusqu'à Sarajevo. Il doit partir sur le Danube, sur cette barge, avec la ruine de l'utopie révolutionnaire, avec la statue démembrée, le cadavre en quelque sorte de Lénine, acheté, on l'apprend, par un collectionneur. La séparation entre Ulysse et Circé est déchirante et d'une sobriété émouvante. Et je fais violence au cinéaste grec en coupant dans son plan plus long, beaucoup plus étendu dans le défilement du temps filmique. C'est dans ce cinéma soustractif, selon l'expression d'Anthony Fiant, dégrossi en termes d'effets spectaculaires et psychologiques, que la figure d'Ulysse prend dimension tragique au cours d'une mise en scène conçue en profondeur, en profonde respiration. Sont alors aménagés des espaces de circulation pour le spectateur. Mouvement de la pensée, de la méditation, de l'émotion, des références émergent, des compagnonnages.
et d'évoquer James Joyce, inspirateur du cinéaste. Il en va de l'aménagement d'une temporalité invitant à prendre la mesure de la mise en scène d'un univers et de ses lignes de force. La modernité de la construction complexe du récit, riche certes de la tradition classique, ses étapes, ses épreuves, ses attentes, presque parfois ses accélérations et décélérations, cette structure se veut radicalement émancipée des fictions replètes. Ce film néanmoins spectaculaire, mais intimement en retenue, en creux, est, dit-on, le meilleur du maître grec. Il l'est en ce qu'il accueille Ulysse en un dialogue silencieux et existentiel. Théo Angelopoulos et Ulysse devaient faire route en commune au sein d'une œuvre cinématographique habitée par des errances ancrées dans les réalités historiques de l'Europe. Le Ulysse du cinéaste est un contemporain du XXe siècle. Frappé de lucidité désemparée, sa conscience est épuisée par les violences de l'histoire non achevée et dont il est sourdement urgent de perpétuer le récit. Le héros A de Théo Angelopoulos fait la route. He walks the walk, selon l'expression de Robert Kramer, ce cinéaste américain qui avait réalisé Route One en 1989 avec Doc, personnage de fiction qui traverse l'Amérique du Nord au Sud d'une situation, d'une réalité à une autre. Auscultation d'un pays qui s'achève sous l'eau. Travelling erratique braqué sur le fond marin trouble, au-dessus duquel des autoroutes disparaissent au fond de l'image. La route sans fin. Parti donc à la recherche d'Ulysse, en me demandant combien celui-ci pouvait intéresser le cinéma tel qu'il s'adresse à nous aujourd'hui, et comment celui-ci pouvait en réinventer la figure. J'ai pensé à Liliane. Cette jeune femme est russe, elle était échouée à New York, ne trouve aucun emploi, ni même dans l'industrie du cinéma pornographique, et elle décide de rentrer chez elle. Son Ithaque est la Russie qu'elle va rejoindre, complètement désargentée, à pied. Elle trace sur une carte son itinéraire pour parvenir en Alaska, au détroit de Bering. Cette histoire est vraie. Cette femme a existé en 1927 et a parcouru quelques 8000 kilomètres. Cette odyssée, le cinéaste autrichien Andreas Horvath s'échine à la mettre en scène sur un mode hybride entre documentaire et fiction. Cette femme rencontre des personnes réelles avec lesquelles elle n'échange aucun mot. Elle est mutique. Elle affronte nombre d'épreuves, de dangers, la mort la frôle, et puis les intempéries grêlées. Liliane a disparu dans le Grand Nord, on ne retrouvera jamais sa trace, les circonstances de sa mort sont restées à ce jour mystérieuses. Rapidement de parenthèse, d'autres Ulysses excentriques existent-ils? On en trouve également dans la tradition du cinéma X, et je m'amuse de signaler l'existence de L'amour chez les poids lourds en 78, j'habite Genève, de Jean-Marie Palardi, production italo-française dont le synopsis est explicite. Les aventures d'Ulysse, chauffeur routier, qui tente de retrouver le chemin du bistrot de sa chère Pénélope, avec un commentaire librement adapté du texte d'Homère. Alberto Moravia, on le sait, s'était inspiré de l'histoire de Georg Wilhelm Pabst, le cinéaste grugé dont j'ai parlé au début, dans son roman Le Mépris que Jean-Luc Godard adapte en 1963, coproduit par Carlo Ponti, celui du film de Mario Camerini. C'est Fritz Lang, cinéaste allemand, qui est censé mettre en scène Ulysse face à un producteur américain vindicatif et sans scrupules. Le film d'auteur versus le cinéma d'Hollywood. C'est la fin du film, la fin de l'histoire. Deux Ulysses, à mon avis, sont en scène. Celui déguisé en homme de l'Antiquité et celui en costume de ville, du temps présent. Ils se croisent, se dévisagent rapidement, s'ignorent. Paul Javal, Michel Piccoli, a perdu Camille, Brigitte Bardot, la femme qu'il aime et dont il ne sait pas encore qu'elle est morte aux côtés de Jérémy Prokosch, son américain de producteur. Il quitte la scène du cinéma pour aller écrire ailleurs une autre pièce, alors que le Ulysse mythologique brandit une épée face à l'immensité du ciel et de la mer réunis. Le cinéaste allemand met en scène, sous la gouverne de son assistant interprété par Jean-Luc Godard, le premier regard d'Ulysse sur sa patrie. Travelling avant, dans un travelling, celui des hommes de Technicolor,
qui appartiennent à Fritz Lang, et celui du cinéaste Jean-Luc Godard, qui tourne le dernier plan de son film à lui. Il se détourne du plan filmé devant lui pour décadrer Ulysse et projeter son regard sur la vastitude de la mer. Pénélope est morte, il n'y a pas d'Ithaque, mais le paysage désertique du ciel et de la mer à l'infini, dont la jointure est pleine, dont la jointure est à peine perceptible. Silence. Histoire de travelling, celui latéral de Fritz Lang, celui en profondeur de Jean-Luc Godard, celui latéral de Joel et Ethan Cohen, prolongé par ce plan fixe en profondeur sur des rails de chemin de fer qui sont comme des rails de travelling des histoires du cinéma. Intermède souriant. Joel et Ethan Cohen, Oh Brothers, un film qu'ils annoncent comme inspiré de Ulysse. 2000. Jean-Luc Godard, le moderne, et Joel et Ethan Cohen, les postmodernes, deux modes de désespérance contemporaine, alors que l'archétype d'Ulysse, dans un premier mouvement classique du cinéma, est celui d'un retour dans le foyer auprès de la femme qui en fut la fidèle et inquiète gardienne. La Pénélope des frères Cohen échappe à Ulysse. Elle exige une bague de mariage que son Ulysse est incapable de lui donner. D'ailleurs, elle est sur le point de se marier avec un autre homme, le papa de l'enfant qu'elle tient dans ses bras. Elle sort littéralement du champ avec des enfants à la queue leu-leu. Arrêt de la caméra pour fixer les rails sur lesquels une draisine va disparaître au fond du champ. Ce petit wagon est actionné par un homme qui n'est autre qu'un Ulysse, que tous les Ulysses, non plus en train de s'ébaudir au creux du lit nuptial, mais confrontés seuls à un trajet sans fin, désertés par Eros, une quête privée d'un quelconque accouplement final. Le cinéma classique de série B échafaude des architectures narratives portées par une confiance aveugle, naïve, dans la destinée in fine et heureuse de l'humanité, avec toutes les divinités associées, le happy end béni des dieux. Le cinéma moderne, lui, creuse des voies de la perte de sens de l'action humaine, la confiance en l'accomplissement du bonheur s'évanouit à l'horizon de paysages indistincts. La fin de Les ailes du désir de Wim Wenders, 1987. Cette voix qu'on entend est celle de Homère, mise en scène par Wim Wenders. C'est celle d'un très vieil homme qui regrette que ceux qui hier l'écoutaient sont devenus des lecteurs, qui ne sont plus assis en cercle, mais établis chacun pour soi, sans rien savoir de l'autre. Il dit « Je suis un vieillard à la voix cassée, mais le récit s'élève encore des profondeurs et la bouche entr'ouverte le répète, avec force et sans peine, une liturgie où personne n'a besoin d'être initié au sens des mots et des phrases. » Les anges sont devenus hommes et le long des rails de tramway, sous la pluie, ce travelling suit l'homme fatigué disant la nécessité d'un grand récit dans ce XXe siècle finissant. Ce besoin essentiel du conteur, du chantre, de l'aède, du rhapsode. Appel de la suite du grand récit. C'est, je crois, cela que le cinéma de création d'aujourd'hui exprime par différentes voies, parcours, hésitations, son geste, essai, cessez au monde, des hommes du passé et du présent. Il construit et déconstruit des voies narratives afin de ne pas désespérer du monde, afin d'y prendre pied. L'histoire du cinéma peut être ainsi mise en rapport avec celle d'Ulysse. Une odyssée sans fin, faite de parcours, de tentatives, d'embarquements, de débarquements, d'élan, de tentations, de ruses, d'échappées, de faiblesse, de lâcheté et de courage, d'engagement dans l'exercice de marcher sa vie, de faire sa route, de walk the walk, de vivre et survivre dans le quotidien du temps de ces affligeantes atrocités. C'est avec le regard d'Angelopoulos que je souhaite proposer un terme à ma proposition, mon intervention, mon adresse à vous. Son Ulysse achève son Odyssée dans un cinéma détruit de Sarajevo en ruine. Son visage est faiblement éclairé par des éclats chancelants d'une lumière grise projetée sur un écran. La quête de ses origines, le village des aïeux, des images du passé, des fragments de mémoire. Je vous invite de voir en cet Ulysse un frère en émotion, en douloureuse lucidité. Ce plan ici, montré dans son intégralité,
est parfait. Par ce long travelling arrière, il prend distance avec Ulysse. Je dirais que Théo Angelopoulos devait accueillir en son univers de déambulation somnambulique et désabusé Ulysse, de même qu'Ulysse se devait d'attirer en son aura mythique le cinéaste. Le cinéma s'essaye donc à transcender le mythe afin de l'installer en une lumière contemporaine nécessairement oblique et de le mettre à la question: y a-t-il encore toujours une histoire de l'histoire dans les ruines de l'humanité? Éternel retour pour une histoire qui jamais ne s'achève? Dans la solitude de la désespérance s'avère toute l'aventure humaine, son odyssée qui n'en finit pas. Et il convient de raconter encore et pour toujours des histoires. La fin sans fin. Merci de votre attention.